matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir Sophie Audegé, déléguée générale de SOS Éducation et co-auteure avec Maurice Berger de ce livre « L'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question » aux éditions Artege. Avant de vous donner la parole, Sophie Audegé, peut-être si vous voulez bien nous rappeler, de vous donner la parole pour que vous nous racontiez votre livre, vous nous rappelez qui est Maurice Berger. C'est quand même une figure. Oui, bonjour à tous. Bonjour Clémence. Oui, alors Maurice Berger, c'est un des plus grands pédopsychiatres français qui est spécialisé dans l'accompagnement et la réparation du psychisme des enfants. Je trouve que c'est une belle formule. Il s'est spécialisé, il a consacré sa vie à expliquer et comprendre le fonctionnement des enfants, notamment des enfants violents de moins de 12 ans. C'est une sommité internationale en la matière et il est également spécialiste des enfants traumatisés et il accompagne encore des enfants traumatisés suite à des viols, à des abus sexuels et à des incestes. Donc il s'était engagé, déjà il est vice-président aussi du REPPEA, qui est un regroupement en fait de psychologues, de pédopsychiatres qui sont engagés pour la défense des enfants. Et ce sont eux les premiers qui avaient produit en 2017 un ouvrage qui relatait en fait les cas cliniques qu'eux recevaient dans leur cabinet, ce qui était une grande première. C'est-à-dire qu'ils se sont confrontés à la situation du livre qu'on a produit ensemble dès le départ et en recevant des enfants choqués, traumatisés, en état de ce qu'ils ont appelé ensuite un viol psychique, c'est-à-dire une effraction dans le psychisme de l'enfant. On va revenir là-dessus. Oui. Ils ont produit un livre qui n'a pas été entendu, en tous les cas, à part les différents dirigeants de notre pays déjà de l'époque. Maurice Berger... Rappelez, c'est à quelle époque ça ? 2017. Oui. 2017 et Maurice Berger a écrit des lettres au ministre de l'Éducation nationale, au président de la République. Enfin, vraiment, il a fait tout ce qui était en son pouvoir de citoyen, d'expert internationalement reconnu de la défense de l'enfant. Et il n'a pas été entendu. Et on s'est retrouvés dans ce combat il y a un peu plus de 2 ans. Et on a travaillé ensemble avec d'autres médecins également, que vous connaissez bien, Régis Bruno, Nicolas Théa, et d'autres professionnels de la médecine, de la santé, dont on a conservé l'anonymat pour les protéger leur activité aujourd'hui. Oui, et ça c'est aussi une question d'ailleurs. Comment ça se fait que ce combat-là ait besoin d'être protégé ? C'est une autre question, pourquoi est-ce que ça poserait problème au pouvoir que vous posiez ce genre de questions ? Mais on pourra revenir d'ailleurs sur l'association SOS Éducation qui est elle-même embêtée dans son combat. Mais c'est pas tout à fait le sujet, on va peut-être y revenir après. Vous dites que vous avez découvert, entre guillemets, ça vous est un peu tombé dessus, ce combat-là de SOS Éducation, en 2019. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, alors vraiment, c'est quand j'ai commencé à écrire le livre, en fait, après avoir fait un travail de plus d'1 an et demi avec un comité d'experts très, très fourni, on a dit il faut faire un livre parce que personne ne bougeait. Donc on s'est dit que c'était notre devoir de laisser une trace. Et à ce moment-là, j'ai essayé de me souvenir, si vous voulez, les premiers cas qu'on avait eus. Et là est revenu ce cas complètement surréaliste d'une grand-mère qui a contacté l'association. Elle venait de récupérer son petit-fils à l'école, en grande section de maternelle. Et le petit-fils était tout à fait perturbé, enfin pas comme d'habitude. Elle le récupérait tous les jours à la sortie de l'école. Et il lui raconte un truc qui lui paraît incroyable, c'est qu'il a moulé un truc qui c'est clito-truc, enfin parole d'enfant. Et là, elle se rend compte qu'en fait, une association est venue dans la classe de son petit-fils, sans que personne soit au courant, aucun des parents, enfin grands-parents, évidemment, que la maîtresse n'était pas là. Donc les enfants ont été mis face à une personne. Vous insistez là-dessus, vous dites qu'il n'y avait même pas la maîtresse qui est là comme un référentiel qui aurait pu rassurer, qui aurait pu répondre aux questions. Absolument, aucune figure d'attachement. Des personnes que les enfants ne connaissent pas viennent et leur font faire un moulage d'un clitoris. Voilà. Et donc là, on a accompagné évidemment cette grand-mère. Mais il y a tout le discours aussi que vous racontez dans le moulage. Bien sûr, c'est le l'égalité plaisir. Du plaisir. Voilà. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir si vous voulez. Dans cette obsession de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, on est au cœur d'un enjeu majeur politique où les enfants sont pris en otage. Il ne faut vraiment pas avoir peur de le dire. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé plusieurs heures hier à écouter la réunion plénière du CESE qui donc pousse
et présente d'autres programmes, d'autres avis pour la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire voulu par Nicole Belloubet et qui va être mise en place. Il faut être clair, ça va se faire. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde soit bien conscient qu'on est en train de lutter contre quelque chose qui est en marche et qui va être installé. Et quand vous écoutez les propos qui sont tenus pour défendre ce qui est invraisemblable, je veux dire ce qui est en dehors de tout sens raisonnable du point de vue de l'intérêt de l'enfant, eh bien vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans un objet qui s'intéresse à l'instruction, vous n'êtes plus dans un objet qui s'intéresse à est-ce que c'est un besoin pour l'enfant, vous êtes dans un acte politique où nos enfants sont pris en otage. Et ça, c'est très important de l'avoir bien en tête. Donc nous, face à cette situation qui était quand même très surréaliste en 2019, bien, très honnêtement, sur le coup, on a pensé que c'était que c'était un cas très isolé, que c'était cette école avec cette association qui était venue, qui avait mal agi et que ça ne se reproduirait pas. Et puis, on a vu des cas revenir. Se multiplier. Et notamment, il y a un peu plus de 2 ans, et on était déjà très engagés avec une association que vous connaissez bien, qui sont les Mamans Louves, et Christelle Comé notamment, que je salue et qui, je crois, nous écoute. Et on avait déjà pris en charge la volonté de travailler ensemble sur les sujets de défense des enfants dans le cadre de l'école, dans l'instruction, notamment avec la crise sanitaire. Et puis, on s'appelait dès qu'on voyait que des choses bougeaient. Et à ce moment-là, on a commencé à se recontacter sur ces questions-là, on se dit, écoute, moi j'ai des cas, toi aussi. Et là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de grave, d'important, une multiplication des associations, une multiplication des propos tenus à caractère sexuel à des enfants très petits, tout à fait inadaptés à l'âge, et des parents qui commençaient à réagir face à des propos absolument inaudibles pour des enfants de cet âge-là, et complètement dangereux du point de vue de l'enfant et de son développement. On va revenir sur ce viol, ce concept de viol psychique et en quoi c'est dangereux pour l'enfant. J'aimerais bien, avant que vous nous expliquiez justement comment on est tombé là-dedans et où on en est légalement. Vous le disiez, là, on est en train véritablement de mettre ce projet en place. Il y avait déjà avant une ordonnance, si je ne me trompe pas, ou une loi. Enfin, vous allez nous rappeler un peu légalement comment ça s'est mis en place progressivement. Et puis la surinterprétation, le zèle, on va dire aussi, des équipes pédagogiques. Oui, alors en fait, on peut commencer en 73, arrive un début d'éducation à la sexualité qui est à la discrétion des établissements et qui concerne exclusivement le lycée. On est véritablement dans l'information sur la contraception, etc. En 2001, une loi passe qui fixe comme obligation la réalisation de 3 séances par an par niveau de classe. À cette époque, l'instruction n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Je rappelle que Jean-Michel Blanquer l'a rendue obligatoire à partir de 3 ans. Ça veut dire que théoriquement, dès 3 ans, on peut avoir une éducation à la sexualité. La loi, évidemment, ne précise pas d'âge. Donc, potentiellement, il y a effectivement une ouverture à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on a eu des cas qui sont retranscrits d'ailleurs, pour certains dans le livre et sinon sur le site de SOS Éducation. On a eu des cas de livres lus sur la masturbation dès 3 ans, dès 4 ans dans des maternelles. Donc, si vous voulez, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a dans des établissements scolaires de maternelle, des livres qui sont sur la sexualité infantile comme objet de désir et de plaisir dès le plus jeune âge. On a des livres sur le changement de genre dès les petites classes, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc cette loi... Excusez-moi, mais pour que tout le monde comprenne bien aussi, ça peut se passer dans les écoles publiques et dans les écoles privées. Oui. Et préciser aussi que les parents ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas avertis de ce genre d'intervention. Oui, alors absolument, ça c'est effectivement... en fait, si vous voulez, il y a un décalage entre ce que disent les textes et ce qui est appliqué. Donc si on regarde les textes, puisqu'après on a un décret qui fixe les conditions de réalisation, c'est le décret de 2018 qui, lui, va vraiment être un cadre, on va dire, de mise en œuvre. Et donc là, si vous voulez, c'est sur ce texte auquel on se réfère, et c'est ce texte que nous, on a analysé dans le rapport et qu'on reprend dans le livre pour expliquer pourquoi ce texte législatif qui va fixer le cadre par lequel on doit mettre en œuvre l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires, c'est en fait une boule de neige d'injonctions contradictoires de la pure
de la pratique quotidienne en France, qui va en fait faire qu'on vous dit tout et son contraire dans un texte de référence. Et donc, c'est impossible à appliquer, impossible à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on vous dit à la fois, il faut respecter l'intimité de l'enfant, mais on lui parle de sexualité ou de sexe dans un cadre collectif. Il ne peut pas refuser de participer à ces séances, puisque c'est un enseignement, en tous les cas considéré comme un enseignement, et donc il est obligatoire. Donc, il n'y a pas de consentement ni demandé, ni autorisé. C'est-à-dire que l'enfant qui ne veut pas, ne peut pas dire « je veux pas, je veux sortir », si vous voulez. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est une injonction contradictoire permanente dans un texte de référence, qui est celui de la circulaire qui est par décret, qui est la circulaire de 2018 de mise en œuvre de ces séances. Et effectivement, normalement, si on regarde la circulaire, les parents devraient être informés. Ils ne le sont pas. Normalement, si c'est un enseignement, et c'est ce qu'on explique dans le livre, si c'est un enseignement, ça veut dire que ça doit être dans l'emploi du temps. Ça n'y est pas. Donc tout ça, si vous voulez, fait qu'on a ouvert un espace de sexualisation des enfants dans le cadre de l'école, dans des conditions qui sont des conditions incestuelles, il faut être clair. C'est-à-dire, on parle dans une institution d'adultes de sexe à des enfants, dans un espace qui est contraint, puisqu'ils ne peuvent pas s'en exempter, et de manière collective, d'un sujet éminemment intime. Donc, on est dans un caractère incestuel. Et ça vient aggraver une situation de base, c'est que l'enfant, et c'est là le vrai sujet, parce qu'on parle quand même de l'école, on parle de l'éducation, on parle de l'instruction nationale, l'école ne devrait mettre en œuvre auprès de nos enfants que des éléments d'enseignement qui relèvent de ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire des droits fondamentaux de l'enfant. Or, l'information ou l'éducation sur ce qui relève de la sexualité n'est pas un besoin des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ces apprentissages-là pour grandir. Oui, c'est même pas un besoin. Oui, c'est ça. Au contraire. Et donc, si vous voulez, on est d'abord dans quelque chose qui a un non-sens du point de vue de l'école et du point de vue des besoins des enfants, et qui, en plus, crée les conditions d'une symbolique incestuelle, si vous voulez. Donc, c'est invraisemblable que ça puisse être organisé par l'État, rendu possible, et qu'on ne soit pas plus nombreux à dire « stop, halt, on ne peut pas continuer comme ça ». Et ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que bien sûr qu'on est favorable à la prévention. Ça n'a rien à voir. Et on explique très bien, je crois, dans le livre, toutes les actions de prévention et les recommandations que nous faisons pour mettre en œuvre vraiment des actions de prévention. Les actions de prévention, c'est la capacité à identifier les signaux d'enfants qui sont abusés. Ça, ce n'est pas fait. Mais là, vous dites que c'est presque l'inverse qui se passe avec ces séances, parce que justement, c'est presque propice à accepter quelque chose qui serait inacceptable. Alors, vous avez absolument raison, et c'est là où c'est totalement kafkaïen comme situation. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre qui se destine vraiment aux parents et aux professionnels de santé et aux professionnels de l'éducation qui veulent vraiment agir dans l'intérêt des enfants, c'est de réexpliquer, de revenir sur ce qu'est un enfant et quels sont ses besoins fondamentaux. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'enfant n'a pas besoin d'informations sur la sexualité avant un âge qui est celui de la puberté. Avant cela, vous allez interférer dans un besoin du développement de l'enfant. L'enfant, jusqu'à à peu près 6 ans, si vous voulez, il va avoir des interrogations sur ce qu'on va appeler la floraison pour Freud, c'est-à-dire une curiosité qui est liée à l'énigme de sa naissance. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. Et l'enfant... Vous dites sensoriel, pas sexuel. Alors voilà, c'est pour ça que nous, on a choisi, avec Maurice Berger d'ailleurs, qui a produit un texte qu'on a reproduit dans le livre pour vraiment marquer notre opposition aux standards de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et à toutes les institutions qui aujourd'hui agissent en prolongement de cette idéologie de sexualité infantile. Nous, on s'inscrit en opposition, en rupture avec ça, et on rappelle bien, si vous voulez, qu'à ce moment-là de l'âge de l'enfant, il ne s'agit pas de sexualité, il s'agit d'une curiosité sur son origine. Comment on fait les bébés, comment il est né au monde, quelle est la relation étrange entre papa et maman qui sont des amoureux pour lui, pas comme les autres, qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans leur chambre et que je n'ai pas le droit d'entrer, etc., etc. Et par rapport à ça, l'enfant, pour lui, pour son bien-être personnel, va élaborer ce qu'on va appeler une vision fantasmatique. Un imaginaire. Voilà, un imaginaire, la scène primitive. Et cet imaginaire-là de l'enfant, il est essentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile à l'enfant de 3 à 6 ans.
il est utile à l'enfant toute sa vie. C'est-à-dire que c'est à partir de cette vision fantasmatique qu'il aura élaborée sur son origine, sur ce qu'est la sexualité, même s'il ne l'exprime pas dans ces termes-là, si vous voulez, mais son origine, comment on fait les bébés, etc. Il va élaborer des pensées qui peuvent être, ça sort par le nombril, on ouvre une fermeture éclair, il y a des petites fleurs, oiseaux, etc. oui. Voilà. Les choux. Et ça, il va le faire progresser. Voilà, de toute son enfance et toute son adolescence. Et ça va conditionner toute son identité sexuée et son identité sexuelle. Oui. C'est-à-dire que quand vous arrivez et que vous interférez ça et que vous lui dites, écoute, non, c'est pas des fleurs, c'est pas ton zizi ou ta zézette, c'est une vulve et c'est pas ça qui se passe, il y a de la pénétration ou même on peut faire de la pénétration dans les fesses. Vous allez bloquer immédiatement un processus créatif, imaginaire qui est nécessaire à l'enfant pour se situer dans son développement psychosexuel qui fera de lui l'adolescent et l'adulte de demain. Et ça, si vous voulez, il est très important qu'on le comprenne pour mesurer le côté intrusif et dangereux, profondément dangereux dans l'élaboration et la construction d'un jeune enfant qui deviendra un enfant adolescent, puis ensuite un adulte. Oui. Et passé 7 ans, là, on est dans complètement autre chose. C'est-à-dire que l'enfant arrive à un but sur quelque chose qui s'impose à lui, c'est-à-dire que ces pulsions de connaissance sont limitées par sa capacité à les éprouver. Il ne peut pas éprouver de pulsions sexuelles et les mettre en œuvre puisqu'il n'a pas acquis les capacités physiologiques, mais également psychiques. Et donc, il va être pris par un besoin débordant d'accès de connaissances, cette pulsion de curiosité qui va ensuite se développer sur d'autres domaines. Oui, c'est ça. Et c'est le moment des apprentissages fondamentaux. Oui. Et l'école, là, a un rôle important qui est de d'aider, canalisation. voilà, qui est d'aider l'enfant à gérer ses pulsions, concentrer, focaliser son attention pour apprendre. Et donc, elle a un rôle de par-excitation. Et là encore, ces programmes viennent entraver ce besoin de l'enfant. Alors, Sophie, on a bien compris et c'est vraiment très, très intéressant. Je voudrais citer un extrait de Maurice Berger, justement, que vous citiez sur cette sexualité infantile qui est renommée par vous et par lui comme plutôt un être sensoriel plutôt que sexuel, en parlant de l'enfant et du bébé. Il dit « L'utilisation du terme sexualité infantile est dévoyée depuis que l'OMS, sous l'influence de puissants lobbies, a conféré à la formule sexualité infantile une signification de sexualité fondée sur les mêmes ressorts que la sexualité adulte, ce qui n'a aucun fondement scientifique. » Voilà, il va beaucoup plus loin, mais je voulais juste préciser, c'est intéressant qu'il parle de l'OMS et des puissants lobbies. Je voudrais, parce qu'il nous reste finalement peu de temps, et pour que tout le monde, enfin surtout les parents comprennent, parce que comme vous le dites, ce livre est adressé aux parents. Donc maintenant, la machine est en place. Ici, vous avez travaillé pour expliquer pourquoi c'est mauvais pour l'enfant et ce qui est pourtant aujourd'hui en jeu. J'aimerais bien qu'on comprenne, on l'a dit, donc ça peut se passer dans les écoles publiques, dans les écoles privées, ça peut se passer sans que vous le voyez sur les emplois du temps. L'enfant peut ne pas avoir son référentiel, sa maîtresse, son maître à côté avec lequel il pourrait se sentir rassuré. Et quel type d'association est-ce que vous pouvez nous rappeler? Parce que ça, c'est quand on voit le profil des associations aussi, je pense que c'est important de le souligner. Oui, alors c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Donc il y a eu cette loi de 2001, il y a eu cette circulaire de mise en application, mais globalement les séances se faisaient peu pour une raison très simple, c'est que la plupart des professionnels de l'éducation ne voulaient pas les faire puisqu'ils ne sont pas d'accord sur le fond, ils se rendent bien compte que ça ne va pas dans l'intérêt de l'enfant et que c'est même dangereux. Pour un point que vous avez également évoqué et sur lequel vous vouliez sans doute qu'on revienne, c'est-à-dire le côté d'urgence à imiter de l'enfant. C'est-à-dire entre, on va dire, 3, 6 et 10 ans, l'enfant, son mode d'apprentissage principal, c'est l'imitation. L'imitation avec la suggestibilité. Donc, si on lui suggère quelque chose, il va avoir envie d'imiter pour évidemment l'éprouver et apprendre parce qu'il apprend que comme ça. Donc, quand vous lui dites des choses du registre sexuel, il va tenter de les mettre en œuvre et donc, il va possiblement les mettre en œuvre avec les camarades de classe, etc. Donc, évidemment, il y a un effet incitateur qui est évident. Et donc, si vous voulez, elles ne sont pas faites et on a le Haut Conseil à l'égalité qui fait une étude qui acte qu'elles ne sont pas faites et qui s'émeut qu'elle ne soit pas faite et qui demande au gouvernement immédiatement de mettre en place cette loi et qu'il y ait bien 3 interventions par an dans toutes les écoles de France parce que c'est une obligation. Et là, on va avoir 3 associations, toujours les mêmes, c'est-à-dire SOS Homophobie, SIDAction, Planning Familial, qui vont attaquer le gouvernement au moment où Pape Ndiaye est ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il dépose une plainte pour demander que l'État soit
contraint de mettre en œuvre. Et Pap Ndiaye va exiger la mise en œuvre, il va solliciter le Conseil supérieur des programmes, lui demander de formaliser des programmes complets pour chaque niveau de classe. Et c'est ce que le Conseil supérieur des programmes a fait depuis l'année dernière. Nous avons d'ailleurs demandé à être auditionnés. Nous avons été auditionnés. Nous sommes allés pendant 2 heures avec Maurice Berger, Régis Bruno et Nicole Athéa. Nous avons présenté nos travaux, présenté toute notre analyse scientifique et des premiers programmes ont été présentés qui ne correspondent pas aux besoins de l'enfant, il faut être très clair, et qui vont bientôt être mis en œuvre puisque la ministre sortante a affirmé qu'ils seraient mis en œuvre le plus tôt possible après la rentrée. Mais sur le nom des associations qui aujourd'hui viennent présenter leur scénario pédagogique. C'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est planning familial, c'est Sud Éducation, c'est tous les... Est-ce qu'on voit aussi beaucoup on a vu des exemples de personnes qui arrivaient déguisées en trans ou qui... etc. Alors oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, vous avez tous les mouvements, les lobbying LGBTQIA+, qui sont infiltrés dans ces programmes-là, qui sont les associations qui viennent dans les écoles, mais qui sont également ceux qui siègent. Il faut écouter ce qui s'est passé hier au CESE, si vous voulez. En fait, le véhicule, parce que c'est de ça dont il s'agit, le véhicule éducation à la sexualité sert avant tout à défendre une idée que la famille n'est pas un lieu protégé, n'est pas un lieu sain, que les pères sont des dominateurs agresseurs, que les enfants peuvent changer de genre, que les enfants sont des personnes à part entière qui doivent avoir leur libre arbitre et qui doivent avoir leur libre arbitre dès 3 à 6 ans et qu'il faut leur demander ce qu'ils veulent. Et quand vous entendez ces propos qui considèrent qu'on peut demander à un enfant et qu'on doit apprendre à un enfant de 6 ans, de 7 ans à exprimer si ses désirs et ses plaisirs, à dire si il trouve que c'est agréable ou désagréable, il est évident que ça, c'est un passeport pour l'inceste. Comment voulez-vous qu'un enfant à qui vous allez avoir une figure d'autorité, d'attachement secondaire que représente le maître ou la maîtresse qui va lui dire écoute, pour se câliner, quand on s'aime bien, on peut se câliner, on peut se faire des caresses et pour se montrer l'attention qu'on a et ça fait du bien. Comment voulez-vous que cet enfant, si à la maison, il a son grand-père, son frère, son oncle qui lui dit... Un ami de son père, oui. Ou un ami de son père, ou qui lui dit écoute, c'est pour le plaisir, c'est parce que je t'aime beaucoup. Comment voulez-vous qu'il comprenne que c'est un crime, que c'est pas, ça n'a rien à voir avec le registre de la sexualité, c'est le registre de la violence. Comment voulez-vous qu'ils se sentent autorisés à aller dire moi, en fait, c'est ça qui se passe chez moi. Oui. Donc, si vous voulez, on nous ment sur les objectifs et les moyens qui sont mis en œuvre sont des moyens qui sont dangereux pour les enfants sur le fondement même du fait qu'ils n'en ont pas besoin, mais en plus, ils les mettent en risque davantage, en risque de situations sexualisées dans le cadre de l'école entre eux, mais également dans une incapacité de reconnaître que... Le vrai danger, le vrai mal. Et puis qu'il n'y a pas de sexuel entre un adulte et un enfant. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Quand il y en a, c'est un crime. Et quand on a, nous, beaucoup d'interventions de parents qui viennent nous faire écho de ce qui a été dit, c'est la première question qu'on leur pose. Je veux dire, on leur dit, est-ce que votre enfant, vous lui avez demandé si on lui a dit qu'un adulte ne devait jamais le toucher ? Est-ce que ça lui a été dit ? Est-ce qu'on lui a dit que quand un adulte fait des choses avec un enfant, c'est un crime ? C'est quoi la Jamais réponse ? ça a été prononcé dans tous les témoignages que nous, on a eus entre les mamans Louve et nous, et c'est plus de 100 témoignages. Donc, jamais ça n'a été On n'est évoqué. pas du tout dans un registre de protection de l'enfant. On est Absolument en pas. train de le En tous les mettre cas. en danger, littéralement. Oui, mais parce que si vous voulez, il faut bien comprendre qu'à l'origine, et vous l'évoquez, c'est l'OMS, il y a les travaux de Kinsey, qui est un pédocriminel évidemment, qui considère que les enfants ont une sexualité active et fonctionnelle dès qu'ils naissent, et que à partir de là, si vous voulez, eh bien évidemment, tout en découle. Sachant que Kinsey, ses travaux, vous l'avez réécrit dans ce livre, on l'avait déjà vu ailleurs, ont prouvé qu'ils étaient complètement malhonnêtes, faits sur des personnes qui sortaient de prison. Bref, rien n'était bon. D'ailleurs, mettant les enfants dans des conditions atroces. Et donc, maintenant, c'est l'OMS qui fait référence à Kinsey. C'est quand même dingue. Alors, elle ne fait pas référence, directement, évidemment. Voilà, mais tous les textes repris sont copier-coller, si vous voulez, sur
non pas exactement Kinsey, mais en tous les cas le CIECU, c'est-à-dire le système d'éducation à la sexualité américain, qui a été mis en œuvre dès les années 60 par deux très proches et disciples de Kinsey, qui défendent à la fois la pédophilie et la pédocriminalité, parce que la pédophilie, c'est le fait de fantasmer des relations sexuelles avec des enfants, mais la pédocriminalité, c'est le passage à l'acte. Il faut quand même être clair aussi. Donc, on est bien dans la pédocriminalité. Et puis également l'inceste, où on va avoir évidemment ces producteurs des contenus d'éducation à la sexualité qui revendiquent effectivement qu'il n'y a pas de problème pour avoir des relations sexuelles avec un enfant au sein de la famille et qu'on voit d'ailleurs pas pourquoi ça serait un problème. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'État français, et notamment dans le cadre du CESE hier, ne dit pas on est clair comme nous on le fait, on se positionne, la sexualité infantile n'existe pas. Les enfants sont des êtres sexués mais non sexuels. Et à ce titre-là, il n'y a pas de consentement pour un enfant et tout acte sur un enfant est un crime. À partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Il ne peut y avoir que de la prévention pour expliquer aux enfants ce qu'est un crime, ce qu'est un crime sexuel, que c'est de la violence et qu'il y ait des gens et un espace pour en parler. C'est ce qu'a préconisé la Civise, c'est-à-dire la commission indépendante sur les violences sexuelles des enfants, à laquelle on fait dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit la Civise demande de l'éducation à la sexualité dès les tout petits. C'est faux, absolument faux. D'ailleurs, le juge Durand a très clairement dit qu'il faut que ce soit adapté à l'âge des enfants, donc c'est faux. La réalité, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il faut former tous les adultes qui sont en contact avec des enfants au repérage. Il faut avoir des espaces d'accueil pour accueillir la parole et ensuite protéger l'enfant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et également en justice, je rappelle qu'un criminel de violence sexuelle sur enfant, 1 sur 100 est condamné et c'est 3 sur 100 pour l'inceste. Oui, c'est vraiment terrible, Sophie Audugé. On arrive à la fin de cette émission. Alors évidemment, là, le constat est terrible et puis on n'est même pas allé dans les détails des exemples que vous donnez, qui sont terribles aussi. Je voulais quand même vous demander, maintenant, vous justement, vous avez écrit ce livre pour demander que tout le monde réagisse. Que peuvent faire les parents aujourd'hui et que pensez-vous aussi, pensez-vous qu'il y a éventuellement un nouveau gouvernement avec Michel Barnier pour échanger les choses? Alors, les parents, toujours le dialogue. Ça ne sert à rien, d'autant qu'aujourd'hui, les écoles sont sous tension et qu'on a de plus en plus de parents qui, quand ils demandent des explications et qui peuvent le faire parfois de manière agressive, ce qu'on peut très bien comprendre quand il s'agit de son enfant et de propos de cette nature-là, comme ceux qui sont retranscrits avec une sexualité crue, on peut comprendre que les parents soient très en colère. Il faut préférer l'anticipation, c'est-à-dire prendre contact avec la direction de l'établissement ou avec son professeur ou son maître, dire qu'effectivement c'est contraire à l'intérêt de l'enfant et que des pédopsychiatres de renommée internationale tels Maurice Berger, Régis Bruno, Nicole Attea ont produit un travail d'analyse scientifique, qu'à ce titre-là, ils demandent que ce ne soit pas fait sur leur enfant et que leur enfant puisse ne pas y assister. Il faut avoir l'autorisation parce qu'effectivement, maintenant que c'est passé comme un enseignement, on est contraint. Enfin, je veux dire, c'est surréaliste, donc mais on en c'est est comme là, ça. en fait. On en est à tenter d'échapper à un système. Après, il faut qu'ils parlent à leurs enfants aussi. Ça, c'est très important. Qu'ils expliquent à leurs enfants qu'il est possible qu'on leur parle de ce genre de choses, que ça peut les gêner, qu'ils peuvent demander de sortir et à être appelés. Donc, ils n'hésitent pas à prévenir les enfants, qu'ils peuvent dire, écoute, si ça te gêne... Et ça, à partir de quel âge on doit prévenir les enfants ? Dès tout petit. Malheureusement, quelle horreur. Dès tout petit. Bah oui, mais bon, voilà. Oui. Alors après, la première démarche, c'est quand même d'aller parler à l'école, de voir. On a, nous, beaucoup de parents qui nous ont contactés, auxquels on a donné des informations, qui ont repris nos travaux, qui sont allés voir des directions d'école ou des maîtres et des maîtresses, et qui leur ont dit, écoutez, merci beaucoup, on ne pensait pas que c'était à ce point-là, on va faire très attention et on sera très vigilants. Et ça s'est très bien passé, si vous voulez. En prévention, disons. Voilà, en prévention. Après, pour le nouveau gouvernement, écoutez, on espère qu'ils auront du courage, mais pour l'instant, le courage, s'agissant du combat et de la défense des enfants, on n'a vu personne en avoir, ni du côté de la gauche, ni du côté de la droite. Eh bien, merci beaucoup, Sophie Audugé, pour cette conclusion. Je rappelle, l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. C'est un livre très important pour tous les parents, pour tous les jeunes, enfin pour tous ceux qui veulent fonder un jour une famille, aux éditions Artege. Merci encore, Sophie Audugé de SOS Éducation, directrice de SOS Éducation. Merci à Maurice Berger qui a participé à ce livre. Et merci, puisque je crois qu'elle nous écoute, aux Mamans Louves également, qui ont souvent participé en effet à ces émissions avec vous. Merci encore, merci à vous, chers amis. On est très nombreux